Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais parler d'extrasystole ventriculaire. Les extrasystoles ventriculaires sont très inquiétantes pour beaucoup de nos patients. Ou en général, voilà, pourquoi elles sont inquiétantes? Parce que elles sont toujours associées au risque de développer une combinaison d'extrasystole ventriculaire qui va faire ce qu'on appelle une tachycardie ventriculaire, voire dans les cas extrêmes, un risque de mort subite. Voilà, donc tout le monde craint, lorsqu'on a des extrasystoles ventriculaires, de développer une mort subite. Alors, qu'est-ce qui fait que nous, médecins, on va s'inquiéter devant une extrasystole ventriculaire ou pas? D'abord, les extrasystoles ventriculaires peuvent être découvertes soit devant des symptômes, c'est-à-dire on sent son corps battre de manière irrégulière, ce qu'on appelle des palpitations. Et là, le patient, le plus souvent d'ailleurs, ne ressent pas vraiment l'extrasystole, mais le plus souvent ressent la pause qui suit l'extrasystole. C'est normal, après une extrasystole, il y a une petite pause qui la suit, et il sent comme un manque. Et finalement, le patient va venir consulter pour cela. Ou alors, elles peuvent être asymptomatiques, c'est-à-dire qu'on n'a aucun signe clinique, et sont découvertes sur l'électrocardiogramme, voire sur des enregistrements plus longs qu'on appelle des Holter ECG. Alors, qu'est-ce qui détermine la dangerosité d'une extrasystole ventriculaire? Premier élément, c'est dans quel contexte se trouve-t-on? Est-ce qu'on est dans un contexte de terrain familial, par exemple de mort subite? On demandera toujours, est-ce que vous avez des antécédents familiaux de mort subite? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été retrouvés morts subitement, par exemple, dans votre famille? Deuxième élément, on va demander si le patient a fait des symptômes autres que des palpitations. Est-ce qu'il a fait des malaises? Est-ce qu'il a perdu connaissance? Dans ce cas-là, une perte de connaissance serait un élément de gravité important. Troisièmement, on va regarder la cardiopathie. Est-ce que notre patient a un problème cardiaque, a une maladie cardiovasculaire? Est-ce qu'il a déjà fait un infarctus du myocarde, par exemple? Est-ce qu'il a une insuffisance cardiaque? Est-ce qu'il a une éjection du cœur qui est normale ou pas? Est-ce qu'elle est altérée? Une fraction d'éjection altérée? Et dans ce cas-là, on va se baser bien sûr sur notre examen clinique, sur notre électrocardiogramme, mais surtout sur une échographie cardiaque et éventuellement par d'autres examens, notamment une IRM cardiaque et notamment l'épreuve d'effort ou la scintigraphie d'effort ou autres examens d'effort qui vont rechercher une souffrance cardiaque à l'effort qui traduisent la présence d'une maladie coronaire. Donc ça, c'est un élément très important, rechercher s'il y a une cardiopathie. Si on a des extrasystoles plus une cardiopathie, le risque est plus important. Autre chose, on va regarder comment se présentent ces extrasystoles ventriculaires sur nos examens cardiologiques, sur nos électrocardiogrammes et nos Holter ECG. Comment les extrasystoles ventriculaires arrivent, à quel moment du cycle cardiaque elles se présentent, ce qu'on appelle, est-ce que le couplage de ces extrasystoles ventriculaires va déterminer un certain critère de dangerosité. Normalement, les extrasystoles ventriculaires disparaissent à l'effort. C'est pour ça que souvent, ces patients-là, on va leur faire une épreuve d'effort. Et on va vérifier que les extrasystoles ventriculaires disparaissent à l'effort, qu'il y a un critère de bénignité, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas graves. Si les extrasystoles ventriculaires ne disparaissaient pas à l'effort, ça traduirait un critère de dangerosité potentielle. Ce n'est pas un critère aussi dur que les antécédents familiaux, que la syncope, que la présence d'une cardiopathie, mais c'est un critère également qui va rentrer dans la balance. Alors, bien sûr, le nombre d'extrasystoles peut intervenir dans la décision, mais à moindre degré. Le nombre d'extrasystoles, officiellement, n'est pas un critère décisionnel, mais parce qu'on est même en évaluation, il y a des études qui vont évaluer chez des patients chez qui on va trouver un nombre élevé d'extrasystoles ventriculaires. On va les tirer au sort entre un groupe où on va essayer de les supprimer par médicament ou par ablation, et un groupe où on ne va rien leur faire, à condition qu'ils aient par ailleurs un cœur normal. Donc on va regarder quand même le nombre d'extrasystoles, et bien sûr, plus on en a, plus il y a un risque de, finalement, par l'irrégularité du rythme, de un peu gripper la machine et de faire en sorte qu'une cardiopathie dite rythmique va se développer. Donc c'est vrai que si on a des extrasystoles ventriculaires fréquentes avec une altération de la fonction cardiaque, on suspecte que qu'il y a un lien entre les deux et que peut-être que l'œuf serait que la poule serait l'extrasystole ventriculaire et que l'œuf serait l'insuffisance cardiaque, et que le contraire est bien sûr possible. Donc vous voyez que finalement, dans la plupart des cas,
on va retrouver que le bilan va être rassurant. Est-ce qu'il faut traiter les extrasystoles ventriculaires? Si vous venez me consulter pour des extrasystoles ventriculaires et que vous n'avez pas de symptômes et que vous n'avez pas de cardiopathie, je n'ai pas de critères de dangerosité, je ne vais pas vous traiter. Si vous êtes venu me voir pour des palpitations et que vous n'avez pas de cardiopathie, pas de critères de gravité, je ne suis pas obligé de vous traiter. Probablement, je vais vous rassurer parce que les extrasystoles ventriculaires peuvent plus ou moins être variables et possiblement, il ne faut pas obligatoirement prendre de traitement et en tout cas pour cela, le plus souvent, en première intention, je ne traite pas. Si bien sûr, il y a une maladie cardiaque, les maladies cardiaques justifient de toute façon un certain nombre de médicaments dont l'objet ne sera pas d'entrer dans les détails dans cette vidéo aujourd'hui, mais dans ce cas-là, on met un certain nombre de traitements adaptés. Donc vous voyez que le traitement des extrasystoles n'est pas une obligation de les traiter. On ne les traitera qu'en cas de symptômes sévères, gênants, parce qu'on ne traitera que les symptômes, ou bien sûr en cas d'anomalie cardiaque qui justifiera de les traiter. Et bien sûr, devant toute extrasystole ventriculaire, votre médecin, votre cardiologue va évaluer le risque de ces extrasystoles et déterminer s'il y a besoin ou pas de complément d'examen, IRM cardiaque ou autre. Parfois, on peut être amené à aller à des stratégies interventionnelles rythmologiques à réaliser de l'ablation, mais ce n'est pas du tout obligatoire et dans la majorité des extrasystoles ventriculaires, on ne le fait pas, même si vous voyez que sur ma chaîne YouTube, on en poste parce qu'on poste les cas les plus intéressants, les plus parlants, les plus formateurs pour les jeunes médecins qui nous suivent, mais il ne faut pas retenir en cela que tout extrasystole ventriculaire justifiera une ablation. Mais donc, c'est notre rôle de combiner l'ensemble de ces facteurs et de notre expérience et de nos recommandations de la Société européenne de cardiologie qu'on va prendre en compte pour déterminer cela. Bon, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Comme à l'usuel, merci de me mettre un petit pouce, ça fera toujours plaisir. Et continuez de vous abonner à la chaîne, partagez l'information à max, ça nous fera toujours plaisir. Merci beaucoup, à très bientôt. Ciao, ciao.